Si je te demande, comme ça, à brûle-pourpoint, c'est quoi pour toi le bonheur ? Alors le bonheur, c'est une quête, c'est quelque chose après lequel on court. C'est à la fois quelque chose de longue durée parce qu'en fait, c'est jamais acquis, mais c'est aussi quelque chose de fugace. C'est des moments de bonheur qu'on apprend à découvrir souvent après. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit « Ah bah à ce moment-là, j'étais vraiment heureux ». Ou ce moment-là était vraiment un moment de joie. J'ai du mal un petit peu à faire le distinguo entre bonheur et joie. Mais je pense que le bonheur, en fait, il se construit, c'est une quête, c'est quelque chose vers lequel on va. C'est pas quelque chose qui est gagné. J'ai souvent été malheureux dans ma vie. Et j'ai eu aussi, au moment où j'étais malheureux, des éclairs de bonheur. Je pense que c'est ça, pour moi, le bonheur, c'est une quête. Et si je te demande quel est le souvenir de ton enfance, comme ça, qui te remonte spontanément à la surface, tu me dirais quoi ? Alors c'est compliqué pour moi parce que je vis beaucoup dans la nostalgie du passé, beaucoup dans l'enfance, effectivement. Il y a beaucoup de choses qui dans ma vie qui viennent de l'enfance. J'ai connu une enfance magnifique en Provence, comme j'aimerais que beaucoup d'enfants aient pu la vivre. J'ai vécu à Manosque, dans une ville des Alpes de Haute-Provence, qui s'appelait d'ailleurs, quand on est arrivé, les Basses-Alpes. Et c'était un petit coin de paradis au milieu de la nature. Qui a été très bien décrit par Jean Giono, l'écrivain. Alors, mes souvenirs d'enfance remontent essentiellement de Manosque. Et je dirais, c'est moi qui suis devenu un urbain et un parisien, c'est ma vie au contact de la nature. C'est là aussi des mélanges entre bonheur et malheur, c'est-à-dire dans des endroits où on me mettait, des colonies de vacances, des centres aérés. Il y avait de temps en temps des moments de bonheur, des fulgurances, l'apprentissage de jeux, de chansons. Et voilà, je te le dis à toi, alors que c'est toi qui m'interviews, mais probablement la première femme dont je suis tombé amoureux alors que j'avais 14 ans. Ce fut totalement platonique. Il ne s'est rien passé entre nous, mais je suis tombé amoureux de ma monitrice de centre aéré. Et j'ai été très malheureux qu'on nous sépare, que la vie nous sépare suite à un accident qu'avait eu son père, je crois. Et voilà, c'est resté comme ça, c'est-à-dire un amour impossible, platonique, et qui ne s'est pas concrétisé. Mais voilà, elle s'appelait Marie-Josée, mais on l'appelait Marie-Jo. Et je ne pense pas qu'elle puisse nous écouter aujourd'hui, mais voilà, quand bien même, aujourd'hui, c'est toi qui m'interviews, qui est la femme de ma vie. Et donc je te confesse ça. Donc moment de bonheur, on va dire, mon contact au milieu de la nature, et aussi le sport, parce que je m'exprimais beaucoup par le sport, j'étais beaucoup dehors. Je faisais du football, après j'ai fait du tennis de table, j'ai fait du tennis au final. Et pendant des années, j'ai fait de la compétition de tennis. Et pareil, c'était des moments de bonheur et en même temps des moments de douleur, quand je perdais ou quand j'avais mal, parce que j'avais souvent mal, on ne comprenait pas pourquoi, et on l'a compris bien des années après, puisqu'en fait j'avais une affection de type auto-immune qui m'empêchait vraiment d'aller au bout de mes exploits sportifs, entre guillemets. J'avais des inflammations, surtout dans le bras, dans les jambes, etc. Voilà. Mais voilà, les souvenirs qui reviennent, c'est surtout la Provence, c'est surtout Manosque, et c'est surtout ma vie au contact de la nature et du sport. Très bien. Bon, j'en veux pas du tout ni à toi ni à Marie-Jo. Je pense que effectivement, il y a prescription. Voilà, exactement, il y a prescription. Tu as eu sûrement des petites amourettes et des grands amours, et ça, c'était avant. Pour toi, quel est le livre, le film ou la pièce de théâtre ou l'auteur qui t'a marqué, voilà, et pourquoi ? Alors c'est une question très compliquée parce que les gens qui me connaissent, et tu en fais partie, savent à quel point les livres c'est important. Pour moi, et je dirais au-delà de moi, pour nous dans la famille, mon frère est libraire, mon petit frère écrit aussi un peu, moi j'écris. Je lis énormément, et je lisais déjà énormément quand j'étais jeune. Pourtant, nos parents n'étaient pas vraiment des gens
voilà, passionné par la littérature. Mais voilà, c'était quelque chose d'important pour nous. Donc, dire un livre en particulier. J'ai lu beaucoup de chefs-d'œuvre, Stefan Zweig, Kafka, tout ça. Je pourrais dire beaucoup d'auteurs, beaucoup de livres. Mais je vais en dire un qui m'avait à l'époque marqué au point que je l'offrais quand je pouvais, à qui je pouvais. Ça s'appelle Des fleurs pour Algernon. C'est un livre d'un psychologue américain qui a d'ailleurs donné un film à l'époque, je crois, qui s'appelait Charlie, puisque le personnage c'est Charlie. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune, on va dire, un peu handicapé mental, enfin qui a des limites intellectuelles, et d'un scientifique qui trouve une molécule pour le rendre d'un coup intelligent, et supérieurement intelligent. Mais en commençant par, comme souvent dans les laboratoires, en commençant par une souris, donc qui s'appelle Algernon. Et cette souris va effectivement devenir hyper intelligente. Et ensuite, le test va être fait sur Charlie, qui va également devenir hyper intelligent. Mais les choses ne vont pas se passer exactement comme l'envisageait le scientifique. Et je ne vais pas raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Ce livre m'avait bouleversé. Voilà, il m'avait été conseillé par un prof d'histoire, parce que je me passionnais aussi pour l'histoire. Je voulais devenir à l'époque prof d'histoire. Et donc il m'a conseillé ce livre, Des fleurs pour Algernon, et pendant plusieurs jours, cette histoire continuait de me hanter. Et je dis plusieurs jours, mais voilà, j'ai presque 60 ans aujourd'hui, elle continue à me hanter. Voilà, j'aurais pu encore une fois citer des chefs-d'œuvre, soit de la littérature française, soit de la littérature internationale, mais je vais citer celui-là. Des fleurs pour Algernon, d'un monsieur qui s'appelait Daniel Case, je crois. Son nom, ouais, je crois que c'est ça. Alors au passage, merci de m'avoir donné un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, le virus du livre, puisque moi aussi du coup j'ai lu ce livre et il m'a aussi bouleversée. La seule chose qui m'embête un peu dans les livres, c'est que ça s'empile et j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Donc voilà, mais en même temps, bon, c'est toi qui fais la poussière sur tes livres, donc voilà, je n'en rajouterai pas. Mais en tout cas, oui, j'ai pas attrapé le virus autant que toi, mais en tout cas, merci de me l'avoir quand même un peu passé, parce que je serais passée devant certains livres, et à côté de certains livres, pardon, et du coup, ça aurait été dommage. Et tu sais que Caroline Bongrand, que j'ai eu dans le podcast, m'a parlé d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Tsundoku, qui a d'ailleurs suscité chez moi une nouvelle. Et ce syndrome de Tsundoku qui ressemble à Sudoku, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout pour remplir des grilles de chiffres de 1 à 9. C'est un syndrome justement, comme son nom l'indique, qui vient du Japon, qui consiste à empiler sans arrêt des bouquins, d'acheter des bouquins sans arrêt de les stocker comme ça, parfois même sans les lire. Donc je pense que je suis un petit peu atteint par ce syndrome. D'accord, bon, je vais essayer de voir avec un médecin s'il y a un remède. Parce que sinon, c'est moi qui vais avoir un problème. De quoi tu ne voudrais jamais te passer ? Ne jamais me passer, tu sous-entends pour être heureux, c'est ça ? Oui, enfin, de quoi tu pourrais pas... À part toi. À part moi. À part toi, logiquement de livres, mais aussi de tout ce qui fait la culture, de tout ce qui fait, que ce soit le cinéma, les séries, la télé, la musique. Et récemment, d'ailleurs, je me suis mis, comme tu le sais, à écrire des paroles et des chansons. Et j'ai l'impression que ça va m'accompagner longtemps, ça. C'est quelque chose que j'avais pas envisagé, puisque j'écrivais déjà des poèmes, j'avais sorti 2 recueils de poèmes, j'écrivais d'autres choses, de la prose, du théâtre, d'autres choses. Mais d'un coup, j'ai découvert cette capacité à écrire des chansons en mettant au diable de l'IA, de l'intelligence artificielle, puisque évidemment, je ne suis ni musicien, comme tu le sais, et quand je chante, là aussi, tu le sais, il vaut mieux se mettre aux abris parce que le temps passe à la pluie. Bon, ça va, faut pas exagérer. Un peu quand même. Et donc, grâce à l'IA, comme ça, je me suis mis à écrire des chansons ou à transformer ce qui était à la base des poèmes en chansons. Et j'ai l'impression que c'est parti pour un certain temps, quoi. Je pense pas que je vais réussir à m'en passer rapidement. Tu as mis le doigt là-dessus, d'ailleurs, sur le point, parce que tu m'as dit, pour toi,
comme un jeu. Oui, c'est comme un jeu. Alors il y en a qui s'éclatent avec des jeux vidéo. D'ailleurs, on a ce qu'il faut ici. On a les ordinateurs, les consoles de jeux et tout ça. Mais j'ai connu une période comme ça, très jeux vidéo, mais c'était entre les années 80 et début des années 2000. Et à l'époque, effectivement, il fallait pas m'enlever mes jeux vidéo. Et plus ça va, plus je vieillis, plus les jeux vidéo, c'est plus essentiel à ma vie. C'est plaisant, mais c'est plus essentiel à ma vie. En revanche, les mots, la littérature, écrire sous toutes ses formes, j'aurais du mal à m'en passer. Bon, puisque tu mets le doigt sur tes chansons, je voulais, à travers ce dialogue, je voulais te remercier pour toutes les chansons que tu as faites pour moi. Je crois qu'il y a plus d'une femme sur cette terre qui rêverait d'avoir sa chanson, surtout faite par son compagnon, avec autant de sensibilité, autant d'amour et autant de celle que tu as fait pour moi, celle que tu as faite pour nous, celle que tu as faite pour tous les gens qui sont autour de toi. Tu veux me faire pleurer, en fait. Tu veux me faire pleurer dans mon podcast, c'est ça? Non, je veux pas te faire pleurer. Je veux juste. Okay. C'est pas dans mon habitude de faire des compliments. Donc là, je voulais, puisqu'on en parle, je voulais te remercier. Et j'ai eu plusieurs femmes qui m'ont dit waouh, t'as vraiment de la chance, quoi, parce qu'un homme qui te fait une chanson comme ça, c'est voilà. Quel est ton rapport à la spiritualité, à l'au-delà, à la mort Il a longtemps été complexe, puisque je vais être très indiscret, je vais vraiment parler de quelque chose d'intime. J'ai perdu un frère quand il avait 12 ans, qui était malade depuis l'âge de 6 ans, et je fuyais la mort. C'était quelque chose que je fuyais vraiment la mort, et je doutais tellement en étant croyant, mais en n'étant pas pratiquant, très peu pratiquant. Si, on était pratiquant, mais on était peu pratiquant, parce on vivait en Provence et on était loin de tout. Mais voilà, je doutais de l'au-delà, je doutais de ce qui pouvait advenir après la mort, etc. Et récemment, comme tu le sais, il y a 1 an, pile, j'ai perdu ma mère, et j'ai eu plein de signes. J'ai évolué beaucoup sur la question. J'ai beaucoup lu. J'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Patrice Van Hersel, que j'ai interviewé dans le podcast. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont parlé effectivement de l'au-delà. Après, on y croit pas. On a aussi rencontré tous les deux une médium, pas pour faire tourner des tables, mais qui nous a d'un coup, alors qu'on lui demandait rien, qui nous a sorti quelque chose d'absolument incroyable, qu'on avait du mal même à croire, parce qu'elle ne connaissait pas ma mère, elle ne connaissait pas maman, ma monette adorée. Et j'ai la voix qui parle, du coup. Et du coup, mon rapport à la mort et à l'au-delà a changé, a beaucoup changé. Le doute est toujours un peu présent, mais je doute de moins en moins de l'au-delà. Je doute de moins en moins du fait que la vie s'achève pas avec notre enveloppe charnelle et avec la mort ici-bas. Après, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intime, c'est-à-dire je juge pas les gens qui pensent exactement le contraire. J'ai des gens autour de moi qui pensent exactement le contraire, y compris des gens très très proches. C'est un peu comme le fait de croire ou de ne pas croire. Il n'y a pas de vérité scientifique. C'est pas comme on peut dire la Terre est ronde et pas plate. Je pense qu'on n'en sait rien en vérité, et que mes lectures m'ont au moins instillé un doute dans le doute, quoi. Voilà. Et donc j'ai évolué sur la question. Je pense que ça fait de mal à personne, quand bien même je pense ça, et j'invite de toute façon les gens à lire, à se renseigner, que ce soit Patrice Van Hersel, que ce soit Raymond Moody, que ce soit Marie de Henzel, que ce soit Stéphane Alix, que je voulais d'ailleurs avoir dans le podcast et qui malheureusement m'a refusé sa participation. Enfin voilà, je pense que j'ai beaucoup évolué sur la question, en résumé. Alors, est-ce que tu peux me donner un mot de la langue française, comme ça, spontanément? Celui que j'aime ou celui auquel je pense là à l'instant? Ouais, exactement. J'aime tellement les mots, il y a tellement de mots que j'aime,
que d'en définir un. Alors il faut que je réfléchisse un peu. Espérance. Espérance. Je pense que je fais partie d'une communauté, la communauté juive, pas au sens communautaire du terme, mais je fais partie d'un peuple qui, toute son histoire a été bousculée, martyrisée, massacrée, et ça, comme on le sait, c'est encore le cas aujourd'hui. Et jamais ce peuple n'a perdu l'espérance, jamais ce peuple n'a perdu l'espoir. À telle enseigne que l'hymne israélien s'appelle la tikva, et la tikva en hébreu ça veut dire l'espoir. Et donc pour moi, espoir ou espérance, c'est probablement le plus beau mot de la langue française, avec le mot amour bien sûr. Mais beaucoup de mes invités dans le podcast m'ont dit amour, donc j'aurais manqué d'originalité si j'avais dit amour. Mais évidemment, amour c'est important, et beaucoup des chansons que j'écris sont sur ce sujet. Pas que, mais sur ce sujet aussi. Mais espoir, espérance, c'est le fait d'être au fond du trou, mais de toujours imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose de mieux derrière. Et on parlait de derrière, d'ailleurs, derrière la vie. C'est aussi vivre d'espoir et vivre d'espérance, de penser que derrière, il puisse y avoir quelque chose, que ça ne s'arrête pas le jour où on est mis en terre, ou bien pour les gens qui sont incinérés. Voilà, espoir. Et l'expression avoir l'espoir chevillé au corps, c'est une très belle expression aussi. Est-ce que tu doutes souvent dans l'existence? Et si oui, plutôt de toi ou plutôt des autres? Je doute perpétuellement. Comme je l'ai dit juste avant, le doute fait partie de moi. J'ai pas de certitude dans la vie, j'en ai rarement des certitudes dans la vie. J'ai une certitude, c'est quand je t'ai rencontré, mais sinon j'ai pas de certitude dans la vie, je doute beaucoup. Et est-ce que je doute de moi ou plutôt des autres? Eh ben je dirais des deux. Parce que la plupart des invités que j'ai me disent soit je doute plutôt de moi, soit je doute plutôt des autres. Et moi je dirais des deux. Je doute de moi parce que, comme je viens de le dire, je suis souvent dans l'incertitude, je suis pas sûr de ce que je fais, j'ai besoin qu'on me réassure, comme tu le sais, j'ai besoin qu'on me dise que ce que je fais est bien, et ça a toujours été le cas, même à l'école quand j'étais petit, même avec mes parents, j'avais besoin tout le temps qu'on m'assure, qu'on me rassure, qu'on me dise que voilà, j'étais pas un tocard, que j'étais pas quelqu'un que j'étais quelqu'un tout simplement de bienveillant, de fréquentable, voilà. Et je doute des autres parce que, comme tout le monde, j'ai été, comme toi, je le sais, un certain nombre de fois trahi dans ma vie. J'avais accordé ma confiance, une confiance absolue dans certaines personnes, et ces personnes m'ont déçu, terriblement déçu. Donc forcément, en fait, dans ces cas-là, tu as tendance à être sur la réserve, à ne pas forcément te livrer avec n'importe qui, à ne pas te lier d'amitié facilement, et même si je donne l'impression du contraire, j'ai pas tant d'amis que ça, d'amis fidèles, je veux dire. Et voilà, donc, mais à une époque j'étais naïf, à une époque j'ai été trahi, j'ai eu une entreprise à une époque qui a été fermée à cause de l'incurie et à cause de la malhonnêteté intellectuelle de quelqu'un qui m'était proche. J'ai été trahi par des associés, j'ai été trahi par plein de personnes, y compris à titre intime. Et donc forcément, alors c'est vrai que je doute plutôt de moi que plutôt des autres. J'ai tendance quand même à m'ouvrir aux autres, je suis assez ouvert aux autres. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce podcast Le bonheur c'est les autres. Mais ça va pas sans quand même une certaine méfiance parfois. Je ne donne pas tout lors des premières rencontres avec des gens. Mais par contre, dès que je comprends qu'une personne elle est valable, ou qu'une personne elle a une vraie capacité à être fidèle et à être aimante, on va dire, même en amitié, et je suis là, quoi. Je suis là. Et je peux faire aussi beaucoup de choses gratuitement. Gratuitement au sens que j'ai fait beaucoup de choses pour les associations, par exemple. Voilà. Je voulais juste rajouter que les personnes qui ont compris ça chez toi, elles ont intérêt à rester vers toi parce qu'elles auront que du bonus. Et celles qui l'ont pas compris, qui ont raté le coche, tant pis pour elles. Ciao.
Pour quel défaut de tes contemporains tu as le plus d'indulgence ? Alors, c'est vrai, tu t'en plains des fois je manque d'indulgence, je suis un peu retors, j'ai un côté prof, parce que j'étais prof aussi à une époque, et j'ai un côté à vouloir toujours corriger, mais pas pour humilier la personne, mais pour la faire progresser, parce qu'en fait, ça fait partie de moi, l'envie toujours de transmettre. De transmettre par l'enseignement, de transmettre par la formation, j'ai été formateur à une époque, de transmettre par l'écriture, etc. etc. Donc, c'est vrai que parfois, je me le reproche, je manque d'indulgence, mais je vais dire que je suis indulgent avec une certaine forme d'ignorance. C'est-à-dire que je sais que tout le monde n'a pas fait des grandes études, tout le monde n'a pas fait des... Et d'ailleurs, c'est pas du tout le sésame de l'intelligence, loin de là, d'avoir fait des longues études. Moi, j'ai fait des longues études, mais j'ai été avec des gens qui parfois étaient d'une bêtise crasse. Et quand je me suis retrouvé à l'armée en partant pas avec les gens qui avaient fait des grandes études, mais avec des gens qui étaient au bas de l'échelle sociale, je me suis aperçu que parfois ils étaient beaucoup plus intelligents que des gens qui avaient fait des bac plus 4, bac plus 5, bac plus 7, etc. Donc j'ai une indulgence et j'ai même une certaine tendresse pour les gens qui sont pas très instruits, parce que souvent ils compensent ce manque d'instruction par une intelligence pratique. Ce que les philosophes grecs appelaient l'intelligence de la main. Moi, je suis très maladroit. Très, très, très maladroit. Parce que j'ai pas cette intelligence de la main. Probablement parce que j'ai trop développé l'intelligence, on va dire, des mots et intellectuels. Mais j'ai beaucoup d'indulgence et même de complicité. J'ai eu de la complicité à une époque avec des gens, quand je venais d'arriver en région parisienne, avec des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale et que je trouvais brillants, alors que le reste de la société leur envoyait l'idée qu'ils étaient des tocards, des moins que rien, etc. Moi, je voudrais juste préciser que souvent tu dis que tu as deux mains gauches. Alors ça me vexe énormément parce que moi je suis gauchère. Mais je pense que tu as bien décrit tout ça et je suis bien placée pour pouvoir accentuer un peu cette réponse. C'est que l'intelligence de la main, elle vient pas seulement d'une intelligence comme ça, elle vient aussi d'une envie de créer quelque chose par soi-même. Et je pense que toi, ce que tu as développé le plus, c'est pas l'envie de faire par tes mains, de créer par tes mains un objet ou contrairement à moi, parce que je peux le préciser, moi j'ai l'intelligence de la main. Voilà, sans me lancer des fleurs. T'as l'intelligence normale aussi, hein. T'as pas que l'intelligence de la main. Mais je pense qu'il faut des deux. Il faut un équilibre dans les deux et après on peut développer ou l'un ou l'autre un petit peu plus. Mais en tout cas, je crois que c'est ça. C'est juste que c'est une petite flemme de faire quelque chose par tes mains parce que justement tu as ce blocage de te dire « Ah ouais, mais comme j'ai deux mains gauches, je ne pourrais pas accéder à faire quelque chose. » Mais je t'ai vu à plusieurs reprises, même si tu t'y prends un petit peu à l'envers. Non, pas vraiment à l'envers, mais t'es trop stressé. En fait, tu veux tellement bien faire que tu te bloques. Et voilà. Mais l'intelligence de la main et l'intelligence tout court, elle se mélange chez chacun. C'est où on le développe ou on le développe pas, où on a les personnes sur notre trajet qui nous aident à le développer ou pas. C'est ça. Et donc je pense que voilà, chez toi c'est ça qui s'est développé, c'est plus mais tu n'as pas de main gauche, tu peux être un peu maladroit et louper l'encadrement de la porte ou une chaise que tu n'as pas vue. Ah, l'image que tu as. Mais à côté de ça, t'es tellement attentionné et attentif à plein de choses qu'on peut pas te le reprocher en fait. C'est vraiment pas un reproche, c'est juste une constatation. Qu'est-ce qui te rend optimiste pour la vie, pour l'avenir, pardon. En même temps, j'ai un peu bugué sur le mot, mais c'est pas faux. Pour la vie et pour l'avenir. Qu'est-ce qui me rend optimiste ? Ouais. Alors, si ça te rend optimiste, s'il y a quelque chose qui te rend optimiste. Non, c'est vrai que tu me le dis des fois, je suis pas assez optimiste, je suis un peu... voilà. Je suis le fruit de deux cultures, en fait. Une culture ashkénaze par mon père, donc juif d'origine polonaise, et séfarade par ma mère, originaire de Tunisie.
même si une grande partie de sa famille venait de loin, du Bosphore, probablement de Géorgie. Et en fait, il y a un peu le yin et le yang en moi, c'est-à-dire il y a un aspect positif et rieur, et il y a un aspect optimiste, et il y a un aspect plus sombre, plus pessimiste. Je suis quand même le fils d'un rescapé de la Shoah qui n'a pas été déporté, mais il s'en est fallu très très peu. Il avait quelques années, il avait 4-5 ans, et ils se sont échappés ils se sont enfuis comme ils ont pu, d'abord en zone sud, puis après en Suisse, à la faveur d'une histoire absolument abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac. Et donc forcément, j'ai cette double dualité en moi. Donc j'ai tendance, par moments, surtout quand les choses sont compliquées dans ma vie, à être pessimiste, mais j'ai aussi des regains d'optimisme. Alors pour répondre à ta question, qu'est-ce qui me rendrait optimiste tout court, et qu'est-ce qui me rendrait optimiste pour la vie et pour l'avenir? Je dirais déjà que tu restes dans ma vie, longtemps, que mes enfants et tous les gens, et tes enfants et les gens autour de nous se portent bien, et des belles vies à la fois personnelles et professionnelles. J'ai aussi une petite fille. J'aimerais que ces gens-là, voilà, ça me donnerait de l'optimisme de les savoir heureux. Après, à titre personnel, donc à part le fait que tu restes dans ma vie, ce qui me rendrait optimiste, c'est qu'il y ait un regain d'intelligence, un regain de clairvoyance du monde. Aujourd'hui, on est dans un monde, et particulièrement en France, extrêmement fracturé. C'est ça qui m'a conduit à créer Le Bonheur, c'est les autres. C'est pas uniquement pour répondre à la phrase de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Le monde est fracturé, la France est fracturée, il y a un pessimisme ambiant absolument indescriptible, et j'aimerais que ça change, tout simplement. Alors, il y a des phases dans la société. On est dans les années 20 du 21e siècle. Dans les années 20 du 20e siècle, il y avait au contraire une joie de vivre, un optimisme, etc., parce qu'on avait franchi la guerre 14-18, on n'avait pas encore connu la guerre 39-45. Paris était une fête, comme l'a écrit Hemingway, et on n'a pas ça aujourd'hui. On a des fractures, on a des partis politiques qui jouent sur les peurs ou sur les détestations. On a des guerres à nos portes, en Ukraine, au Proche-Orient, où une partie de ma famille vit. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'on se dise, on se lève un matin en se disant, ah bah ouais, ça y est, ça commence à... Voilà, il y a des pépites de joie un peu partout. L'intelligence a repris le dessus. Et quand je parle d'intelligence, je parle pas de l'intelligence artificielle, je parle de l'intelligence naturelle. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est la connerie naturelle qui se développe à grande vitesse. Et voilà, tu vois mon petit côté pessimiste qui reprend le dessus. Donc je vais m'interrompre sur cette réponse. D'accord. Bon, tu mettras une petite pièce pour le gros mot que tu viens de dire. Ah oui. Mais voilà, c'est ok. Donc j'ai bien compris que ce qui était important pour toi, c'était le bonheur des gens qui t'entourent, et du coup, voilà, ça te rend heureux. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part ta famille, à part les gens qui t'entourent, qui t'aiment et que tu aimes? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour les prochains mois? Eh ben, qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? On pourrait me souhaiter qu'on ait tous les deux du bonheur, qu'on fasse des voyages aussi beaux que ceux qu'on a fait en 2024. Parce que j'indique à notre auditoire qu'on s'est marié au bout du monde en 2024. Je confirme. Sur une belle plage au bout du monde. Et qu'on fasse des voyages encore. Parce que moi, j'étais pas un voyageur invétéré avant. Mais le fait de voyager avec toi, ça change beaucoup de choses. Faire des voyages, faire des découvertes, lire des livres passionnants, découvrir des auteurs, continuer à faire ce podcast, interroger des gens intéressants qui m'enrichissent pas, comme tu le sais, monétairement, mais qui m'enrichissent spirituellement et intellectuellement. Écrire, aller au bout de mes projets d'écriture, et puis aussi écrire des chansons, on en a parlé tout à l'heure. Les proposer à des artistes, des interprètes qui pourraient les interpréter. Et puis, en fait, en 2024, j'ai quitté un boulot où je travaillais depuis 10 ans pour redevenir indépendant. Et donc, mon activité d'indépendant continue, et je ne demande pas de gagner des sommes affolantes, mais suffisamment pour qu'on ait une vie confortable. Et puis surtout, donc, il y a des événements heureux à venir, des naissances à venir, peut-être des mariages, j'espère, à venir. Et puis voilà, on a payé en 2020, à la fin de l'année 2020, au début de l'année 2024, on a payé déjà cher, puisque j'ai perdu ma maman.
Et j'espère que cette année, on n'aura pas ce genre de tristesse, qu'on n'aura que des bonheurs. Voilà, donc ce qui me rendrait optimiste et heureux pour les mois à venir, c'est ça. Et mon bonheur, il dépend du tien aussi. Bah écoute, je vais te remercier pour ce bel échange. Et Ça t'a plu ? ça m'a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. C'est très déstabilisant parce que c'est pas mon métier de faire ça. C'est très déstabilisant parce que j'ai l'impression quand même qu'on se livre un peu tous les deux. Mais si on peut, par notre expérience, donner du courage et pas que du courage, mais l'envie aussi de continuer et de dire qu'à n'importe quel âge, on peut effectivement avancer dans la vie, faire des choses ensemble, s'apporter l'un à l'autre des connaissances dans notre métier ou des connaissances tout court, puis faire que ça dure très 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 longtemps. Donc je te souhaite plein de bonnes choses et merci de m'avoir donné cette opportunité d'être à ta place et de te poser ces questions. J'espère que toi aussi, tu n'as pas été trop déçu par ton... Voilà. Merci. Merci beaucoup.